Il est précisément 18h08, une introduction rapide. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette webconférence animée par Caroline Mathieu, laquelle se nomme Système constructif et RE 2020, donc système constructif à l'aune de la RE 2020. Initialement, cette webconférence devait être animée par Caroline Mathieu et David Gross. Et ce jour, effectivement, Caroline animera toute seule. Sachez que cette webconférence, comme vous le savez certainement, a été co-conçue avec Format Cargo et Caroline Mathieu et donc David Gross, et donc s'inscrit dans un cycle de webconférences beaucoup plus large. Deux autres webconférences ont eu lieu précédemment. L'une à propos du secteur, l'état du secteur, la seconde à propos des contraintes techniques, et donc cette troisième relative au choix des systèmes constructifs à l'aune de la RE 2020. Et donc la dernière sera consacrée au retour d'expérience. Comme tu as pu le constater, Caroline, dans le chat, de nombreuses personnes étaient particulièrement intéressées par le retour d'expérience. Alors, avant de laisser la parole à Caroline, laquelle présentera très, très, très rapidement Format Cargo et plus spécifiquement une formation que Format Cargo porte et donc propose, des informations à propos d'ILO Formation et nos modes de communication. Vous le savez, ILO Formation a été créée à l'initiative de l'Ordre des architectes occitaniens en 2012, et donc notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA ou des adhérents. En parallèle, nous proposons des webconférences gratuites qui donnent lieu à attestation de formation complémentaire. À ce sujet, si demain vous ne recevez pas dans vos mails une attestation de formation complémentaire relative à la webconférence de ce soir, vous n'hésitez pas à nous le signaler, qu'on la formalise manuellement. Et dernier point, nous intervenons en intra. Peut-être, je peux rajouter aussi que notre conseil d'administration, bien sûr, est géré par des architectes. Nos modes de communication désormais, Caroline Mathieu donc va présenter seule ce soir, alors que ce n'était pas prévu. Et sachez que au terme de la webconférence, Caroline répondra à l'ensemble de vos questions. Alors, ces questions, vous pouvez tout simplement les formaliser dans l'onglet Q&R, tel que vous l'avez fait initialement pour indiquer votre fonction, votre territoire et les raisons de votre venue. Et Caroline y répondra au terme de l'intervention. Sauf si Caroline Mathieu décidait soudainement de changer de braquet. Tu es parfaitement autorisée à le faire si des questions te semblent importantes, Caroline. Moi, j'ai terminé de ma présentation. Caroline, la parole est à toi, si tu es prête, bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous présenter rapidement l'enseigne Format Cargo. Donc, c'est un centre de formation qui est dédié à la cargotecture. Et ils ont créé en fait des formations de 300 heures au total, avec trois blocs de formation. Donc, le premier bloc, c'est la métallerie et la soudure. Le deuxième bloc, c'est menuiserie et ossature bois. Et le troisième bloc, c'est secondaire. C'est vrai qu'à la base, les formations étaient vraiment ciblées container. Celui d'aujourd'hui, le webinaire 3, enfin celui de ce soir, il est un peu plus global. Je vais un peu container, mais pas que, alors que les autres formations étaient vraiment ciblées container. Mais en tout cas, ceux qui étaient là au premier webinaire et ceux qui seront là aussi au suivant pour le retour d'expérience sur les maisons containers, sachez que donc il y a cette formation qui vient de s'ouvrir et donc vous serez à la fin des 300 heures ouvrier de construction modulaire hors site. Les prochaines sessions vont se passer à Groslay le 3 février au 4 avril, mais vous pourrez prendre toutes les informations chez Format Cargo. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis architecte basée sur Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Je me spécialise en architecture donc container. Euh,
Généralement, je suis accompagnée donc de David Gross. Généralement, j'anime tous les webinaires avec lui. Ça s'est un peu décidé à la dernière minute, il n'a pas pu venir et il s'excuse. On ne voulait pas annuler la webconférence de ce soir, donc je vais essayer de reprendre sa partie au mieux. Généralement, on se partageait aussi les questions. Pareil, hein, j'essaierai de faire au mieux pour vraiment répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, ce soir, l'objet du webinaire parle vraiment des différents systèmes constructifs. Donc, j'ai scindé en 4 parties. On va aborder d'abord les enjeux, on va analyser un petit peu les différents systèmes constructifs, voir les innovations qui se font aujourd'hui et parler des solutions qu'on peut apporter pour construire, on va dire, un peu plus proprement. Donc aujourd'hui, clairement, on a des nouvelles façons de penser sur la construction, notamment il faudrait des réglementations beaucoup plus strictes, hein, la RE 2020, on y est tous confrontés. Et il faut donc qu'on parle des empreintes carbone, des réductions de consommation, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 points qu'il faut se poser, on va dire, pour toute construction aujourd'hui, alors qu'on ne le faisait pas forcément il y a une vingtaine d'années en arrière. Les principes clés en fait de la RE 2020, hein, c'est de faire beaucoup d'améliorations sur la maison au niveau de la ventilation, du chauffage. C'est nous forcer en fait à réfléchir sur les types de matériaux à engager sur la construction, à traiter tout ce qui est humidité dans l'air et évidemment traiter la consommation d'énergie. Pour rendre un bâtiment performant aujourd'hui, il est nécessaire donc, de choisir bien correctement les matériaux et vraiment de changer nos habitudes de construction. C'est peut-être là où ce sera le plus important. Donc, pour parler clairement des systèmes constructifs, euh, je vais aborder différents principes, mais il faut, voilà, la grande question est comment je construis aujourd'hui. Est-ce que je choisis de faire du recyclage? Donc, je vous dis, moi, j'ai fait le choix de développer un peu plus l'architecture container parce que c'est une architecture qui me parle en termes de recyclage. Après, c'est pas forcément la solution, mais je pense que ça fait partie des solutions de construction qui a un impact sur l'environnement. On va parler donc des performances en termes d'isolation, le comportement acoustique des matériaux. Il faut se poser la question aussi comment on va construire le bâtiment, comment on traite l'étanchéité. Et aussi quel effort on demande aux consommateurs, parce qu'on demande toujours plus de maisons performantes. Est-ce que c'est pas pour autant qu'à l'intérieur de la maison on s'y sent mieux ou pas, quoi. Donc il faut voir l'effort que ça demande aussi aux consommateurs. Donc le premier système constructif duquel je vais parler, c'est le bois. Donc il a beaucoup d'atouts, enfin de forts atouts, pardon. Pour parler de la construction bois en général, en 2011, c'était 6,5% de construction, alors qu'en 2018, il atteignait déjà 11%. Donc c'est vraiment un système constructif qui se développe. Ce qui est très intéressant pour le bois, c'est qu'il stocke beaucoup de CO2, puisqu'il stocke 1 tonne de CO2 par mètre carré, à lui tout seul. Après, bien sûr, il a aussi des points faibles, notamment l'inertie. Le bois, on peut s'en servir pour absolument tout, je dirais, sur la maison, hein. Autant le plancher, les murs, la toiture. On a différents procédés, hein. On peut choisir de faire soit du bois massif, soit du bois lamellé ou du CLT. Le lamellé collé nous permet de faire vraiment de grandes bosses. Donc c'est vrai qu'on voit peut-être plus dans les gymnases ce type d'architecture. Le CT, lui, on le voit beaucoup en construction traditionnelle. Il est très rapide en fait à en mettre en exécution. On peut préparer les murs hors site aussi, donc il est résistant au feu et il est 80% plus léger que le béton. Il est étanche à l'air après 3 couches, donc voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé. Vous avez quelques exemples. Alors voilà, forcément, vous aurez des pages de containers, hein,
Mais on se sert du bois pour faire l'ossature en fait de la carcasse pour pouvoir isoler les containers en isolation extérieure. Voilà. Après, là, vous avez une photo avec la relation entre le bois et on réutilise le bois en bardage. Sachez que sur du container, en fait, on n'est pas obligé de faire du bardage en finition, hein. On peut très bien faire en crépi ou en pierre ou en zinc, peu importe. Moi, j'ai déjà fait du bois et de la pierre sur container. On peut avoir des modes enfin, on peut utiliser le bois du coup en système constructif global, hein, poteau-poutre, également en finition, hein, ce qui est chalet de montagne, on le voit assez souvent. D'autres réalisations, là vous avez un bois, et là vous avez une maison en CLT. Hop. Un autre exemple, toujours en CLT, là aussi pour une extension avec l'isolation par l'extérieur. Concernant le bois, ce qui est bien avec le bois, c'est aussi, enfin, enfin, il est chaleureux, et il a une bonne performance thermique. Je vous rappelle que plus le lambda est petit en fait, et moins on aura besoin de compenser l'isolation, l'épaisseur d'isolation pour avoir une bonne résistance thermique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, voilà, et il est tout à fait résistant et durable dans le temps. Après, il faut vraiment adapter le type de bois au secteur. Moi, je sais que là, sur Montpellier, je préfère utiliser du Douglas ou du pin en autoclave classe 4. On va pas forcément utiliser tout type de bois non plus, mais c'est un très bon matériau pour le secteur. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si on se met à maîtriser correctement les forêts, ça peut être, je dis bien ça peut, ça dépend comment on le maîtrise, mais ça peut être une ressource inépuisable, à la limite du raisonnement. Je vais vous parler également du béton. Alors, le béton, bah, c'est ce qu'on utilise beaucoup en construction, hein, c'est ce qui est le plus pratiqué. Euh, il a une haute résistance mécanique, hein, il est très durable dans le temps. Je dirais que de base, c'est celui qu'on choisit, c'est presque le préféré des architectes, si je ne m'avance pas trop. Euh, Malheureusement, pour fabriquer du béton, bah, on utilise beaucoup de sable, hein. J'ai relevé un peu des informations. Pour 4 cubes de béton, on utilise 800 kg de sable, 1000 kg de gravier, 300 kg de ciment, hein, qui est un mélange de calcaire et d'argile qu'on chauffe à quasiment 1500 degrés. Et vous utilisez aussi 180 litres d'eau. Bon, c'est un matériau qui est quand même énergivore. On sait que l'utilisation excessive du sable, hein, ça crée des problèmes d'érosion des sols et du littoral. Et l'eau, on parle de plus en plus de manque d'eau à venir. Du coup, bah, c'est pareil, on a besoin quand même de beaucoup d'eau pour fabriquer un mètre cube. Sachant qu'un mètre cube, on fait pas, en un mètre cube, on fait pas une maison complète, quoi. Une maison complète, on en a facilement entre 15 et 20 par construction. Donc le béton, on peut l'utiliser évidemment pareil, hein, sur les dalles, les murs, etc. On peut avoir différents types de béton, le béton armé, le béton cellulaire, on peut l'avoir en projeté également. Vous avez quelques systèmes constructifs, hein, donc là, les structures porteuses en béton armé. Vous avez les blocs de béton cellulaire en béton. Bon, là, c'est les poutrelles lointaines, dalles de béton armé. On les utilise aussi pour les dalles des containers. Bon, ça, c'est pas une obligation. On peut aussi avoir d'autres systèmes de fondation pour les containers. J'y reviendrai un peu plus tard. Bon, la performance thermique, pardon, elle est plutôt mauvaise, hein, donc il faut vraiment compenser avec de l'isolation. Par contre, il a une bonne inertie thermique. Ça peut faire des maisons en termes de confort, c'est plutôt appréciable. Je vais vous parler également du béton bas carbone. Donc, on fait vraiment un effort pour essayer, étant donné que c'est un matériau qu'on utilise quand même beaucoup, on trouve des solutions pour l'améliorer quand même. Donc, on parle de ciment décarboné
Euh, on entend aussi parler de sable de synthèse. Alors moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé grand-chose là-dessus, mais c'est des processus qui sont en développement et recherche et développement. Donc c'est vrai que si on trouve des solutions pour remplacer des composants du béton qui sont à la fois recyclables et moins polluants, bah, ça peut être un matériau qu'on va continuer à utiliser. Je vais vous parler également du métal. Ah, pardon, j'ai oublié de vous parler de deux choses que j'avais pas mis dans les slides aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, pour tout ce qui est construction bois, vous avez aussi le bloc, je vous le montre ici comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce procédé. Et dans la même famille, on va dire, mais qui prennent plutôt le béton, vous avez les briques courantes Euromac 2 qui sont en fait une brique polystyrène sur laquelle vous avez 5 cm d'isolation intérieure et 7 cm d'isolation extérieure, et au milieu, vous avez 16 cm de béton coulé directement. Voilà, c'est juste une aparté pour ces deux systèmes-là. Donc le métal, lui, en termes de durabilité, il est très résistant, hein. On peut le souder, etc. On peut vraiment le fabriquer. On peut faire des maisons en métal, ça fonctionne. Il est recyclable à l'infini. Bon, par contre, voilà, on l'utilise donc en structure, en bardage, en toiture, on le retrouve dans tout le système. Par exemple, les containers, c'est de l'acier Corten. On l'utilise autant en chante qu'en façade, qu'en toiture. Par contre, bon, il faut vraiment compenser avec une énorme isolation parce que là, lambda est très très élevé, donc pour avoir une résistance thermique. Je vous rappelle, je sais que vous le faites régulièrement, mais moi, quand je cherche à faire les calculs de résistance, de performance thermique, en gros, je me pose toujours la question, est-ce que je vais construire effectivement soit en briques, soit en aglo, soit en béton, soit en bois, enfin tout ce que je suis en train de vous montrer là. Et avec le thermicien, après, j'ai défini une certaine épaisseur d'isolant, etc. Je reprends mon calcul, hein, mais en gros, l'épaisseur de l'isolant ramené en mètres divisé par le lambda vous donne la résistance thermique, le R. Et en fait, moi, je garde un principe simple. Je retiens juste que pour un bâtiment en RE 2020, je calcule 5 de R pour le sol et, les murs, et je calcule 10 pour la toiture. Et généralement, comme ça, je sais que je suis à peu près, je respecte les performances RE 2020. Plus la maison est compacte et moins j'ai besoin d'atteindre le 5. Voilà, moi, c'est un calcul de base que je fais. Et donc, si je me dis, OK, je prends en structure métallique, je sais que mon lambda il est tellement mauvais que là je vais fort dans l'isolation extérieure et intérieure. Et c'est ce que je fais sur le container. Je mets une bonne isolation extérieure et je comble avec une petite isolation intérieure pour que le tout me donne ça. Euh, donc voilà le métal. Hop. Ensuite, vous avez le système constructif aussi de la terre crue. Euh, la terre crue, on l'utilise pour en de différentes façons. On en a fait des briques, soit on le traite en terre compactée, hein, ce qu'on appelle du pisé, ou du béton de terre. Donc là, vous avez quelques exemples de murs en fait, c'est de l'argile cuite, hein. On pourrait parler aussi de nos briques, tout simplement briques traditionnelles ou monomures. Bon, celle-ci, elle est plus compacte et bon, ça, c'est vraiment la brique qu'on utilise depuis l'Antiquité. Là, vous avez un exemple de mur en pisé. Là, on met de la terre crue, on la compacte et on en fait des couches, d'où les stries. On peut l'utiliser également en charpente, hein, avec une structure un peu bois. L'avantage de la terre crue, elle a une bonne performance thermique, c'est surtout une bonne inertie, donc ça donne un confort de l'habitat qui est optimal. On peut l'utiliser donc dans les climats chauds et secs. Vu que c'est une masse, elle a une population phonique, c'est un matériau qui pourrait revenir à la mode.
Donc, pour aller avec notre performance thermique, je disais, on choisit la structure, mais il faut évidemment la coupler avec un système de matériaux. Des matériaux biosourcés, on en a plusieurs. On a, là, je vous ai fait une petite liste, on a autant le bois, le chanvre, la paille, le liège, la laine de bois, la ouate de cellulose et la fibre végétale. Là, je vous montre un petit peu le chanvre. C'est vraiment un très bon isolant thermique et acoustique. Et en plus, là, son avantage, c'est qu'il régule aussi l'humidité. Une meilleure qualité de l'air. Et il est biodégradable. On peut l'appliquer entre les murs, du coup. Là, c'est à nouveau un système de maison container. Vous avez une ossature bois et on comble avec le chanvre. Vous pouvez l'appliquer, pareil, sur du béton. Euh, voilà, un aménagement intérieur. On l'applique toujours entre structures. Il a une bonne valeur de conductivité thermique et il se comporte très bien au feu. Ensuite, nous avons la paille, qui est également un isolant thermique et acoustique performant. On la retrouve en toiture. On peut évidemment faire des maisons en paille, hein. Pour ceux qui habitent la région près de chez moi, vous avez une maison sur 5 qui a été faite entièrement en paille. Et on peut l'appliquer donc dans les murs. Elle a pareil une très bonne valeur de conductivité thermique et même si c'est étonnant, on pourrait croire que ça se brûle facilement, mais non, c'est classé M, hein. Donc ça a un bon comportement au feu avec un traitement bien sûr. Nous avons également en matériau le liège, qui est un excellent matériau. On peut même utiliser contre, il revit bien même dans les pièces humides. Voilà, donc on peut l'utiliser en isolation intérieure, en isolation donc sous toit, sans problème. On le retrouve aussi en décoration, hein, si on peut dire. On l'applique sur les murs, hein, donc ça nous fait un écran acoustique. Aussi en bardage extérieur. Donc c'est un matériau vraiment intérieur-extérieur qu'on peut retrouver un peu partout. Et il a une excellente valeur de lambda. Le lambda, il faut vraiment qu'il soit le plus petit possible pour, euh, pour avoir un matériau qui est peu épais en fait pour atteindre la réglementation thermique. Vous avez également la laine de bois qu'on utilise beaucoup hein, finalement. On l'applique autant sur les murs, les toitures et les sols. Vous pouvez la retrouver, donc là, on la découpe facilement et on la pose directement dans les combles sur la photo. On peut la retrouver également en panneau de laine, en fait, un peu rigide. Et pareil, donc excellente conductivité thermique. La ouate de cellulose, qui reste donc un matériau dégradable. Pareil, on peut l'appliquer à la fois dans l'isolation des murs, de toitures et des sols. On peut la souffler également dans les combles. Bon, ça, ce que vous avez tous fait, c'est quelque chose d'assez classique en construction. Ses performances, pareil, très bonne conductivité thermique, donc c'est vraiment un matériau à garder en isolant. Concernant les innovations technologiques de la construction durable, euh, ce qu'on voit de plus en plus, en fait, c'est l'impression de béton 3D. Donc on revient à notre béton, mais on essaye d'en réduire au minimum les quantités, on va dire. Donc là, ce qui peut être assez impressionnant, c'est que ça peut partir vraiment de nos dessins. Vous le rentrez dans un logiciel et là, on envoie une énorme machine, euh, une imprimante 3D qui fait la taille d'une grue, enfin, d'une petite grue, et du coup, qui suit vraiment les, euh, les formes de votre bâtiment. Là, ça laisse libre à notre imagination, et on peut créer des formes assez ludiques. Donc là, pour une maison, hein, pour une résidence, voilà, on peut vraiment se lâcher au niveau des formes et les faire un peu plus complexes. À partir du moment où vous la montez en 3D, on peut la réaliser directement, ce qui est quand même plus difficile avec des banches.
Et on peut l'utiliser également pour faire l'oublier si on veut. Voilà, ça c'est un prototype de maquette, hein, on peut commencer, c'est foutu, c'est fait, pardon. L'avantage de ce procédé, c'est qu'on va partir du BIM, hein, donc plus en amont la conception générale du bâtiment est étudiée enfin, on va dire qu'au départ, on est vraiment moteur à tout ce qui est numérique et on peut vraiment réduire les coûts, les délais, vraiment optimiser l'intégralité de la construction. Euh, donc voilà, c'est à nous en fait de vraiment faire la conception architecturale et l'ingénierie, la base des plans. Nos plans peuvent servir vraiment à monde, hein. On va s'en servir aussi pour calculer la gestion thermique et les performances. Vous devez tous travailler avec des thermiciens aujourd'hui. Moi, au début, je le prenais un peu comme, voilà, ça y est, pour poser un permis, il va falloir encore une personne supplémentaire. Et au final, je reviens sur ce que tu as dit parce que j'aime beaucoup travailler avec mon thermicien, on trouve des solutions, on discute de plein de, de, de systèmes en fait, hein, même que ce soit le chauffage, encore cette semaine, tiens, pour un projet, est-ce que je mets du gainable, du split, du chauffage au sol, du chauffage en plafond. Bah là en fait, avec le thermicien, on va vraiment balayer l'ensemble de la construction, tous les systèmes constructifs, qu'est-ce qui est le mieux pour une construction à tel et tel endroit, par rapport toujours à un budget aussi. Mais si on commence à industrialiser la construction, on peut baisser les coûts. Donc c'est à nous après voilà de bien travailler en BIM et de pouvoir passer toutes les informations à tous les corps de métier qui vont travailler avec nous jusqu'à la réalisation du bâtiment. Donc je dirais que vraiment les défis et les solutions, ça va être de travailler tout ce qui est impact environnemental, hein, donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone, hein, en fait, hein, donc chercher des matériaux moins énergivores et si possible aussi en local, qui va aider au niveau des transports et qui va avoir un impact sur les coûts. Vous avez également donc la complexité de la réglementation RE 2020. Euh, pardon, le slide se met pas correctement, je suis désolée, c'est un des derniers. Hop, voilà. Donc, je disais l'impact environnemental, donc vraiment tous les enjeux, travailler vraiment les matériaux en amont pour travailler l'empreinte carbone, trouver des solutions en fait, voilà, de matériaux décarbonés, prendre bien en compte la RE 2020, toutes les classifications et les normes en vigueur, et chercher aussi tous les besoins, comment on peut donc améliorer tout ça en passant par peut-être les innovations, la recherche voilà, du recyclage, comment on peut faire pour améliorer les constructions, et que tout ça soit vraiment conditionné, enfin, avec également les entreprises, qu'il y ait plus d'inertie entre les bureaux d'études et les entreprises. Donc, la solution, hein, c'est vraiment apporter plus d'intérêt à tous ces matériaux dont on a parlé, hein. Donc le chanvre, le bois, le béton carbone, voilà, repartir peut-être sur de la terre crue, vraiment les trouver comme alternative et essayer de plus construire avec ce type-là de, de matériaux. Ne pas arrêter, voilà, recherche et développement est très importante en fait, hein. Je pense que plus on interagira entre sachants et plus on va trouver des solutions. C'est sûr que si on est tout le temps dans notre coin à essayer de faire la maison la plus performante, on mettra plus de temps que si on est un groupe à en discuter. Donc, je pense que voilà, le recherche et développement passe par forcément le BIM. Euh, on a un peu l'impression 3D, ça peut aider voilà, à rendre plus industrialisé, ça on va dire enfin, le mode industrialisé le bâtiment pour gérer justement toute la partie des coûts et la rapidité aussi. Tout ça, ça passe évidemment par les formations, donc ne jamais cesser de se former et toujours interagir entre professionnels et évidemment donc la collaboration. Voilà pour ce webinaire. Je vous ai quand même mis en exemple quelques cas inspirants que vous pourrez aller
aller étudier. Donc là, on les a sur, on a la cartoucherie à Toulouse qui a été construite en fait entièrement en construction bois massive. Je vous laisserai regarder aussi la résidence, j'arriverai pas à dire le nom, Vagio en Suède. Vous pourrez aussi aller voir la Wood City en Finlande. Pareil, tout ça, c'est des bâtiments qui ont été faits vraiment en ossature bois et où il y a une réduction de 50% des émissions de CO2. Vous avez aussi des, des constructions bas carbone. Donc là, on parle de 30% d'économie sur les émissions CO2. Donc on a le siège de Vinci à Nanterre, les bureaux de Woupa à Vauvelin et un immeuble Sway à Issy-les-Moulineaux. Vous retrouverez bien sûr le PowerPoint ensuite et vous pourrez revoir ces différents bâtiments. Là, vous avez aussi des habitats en terre crue. Je vous en ai mis trois en exemple. Vous pourrez aller voir. Donc voilà, donc la perspective, elle est vraiment là, c'est développer les matériaux biosourcés et essayer de prendre plus le temps de réfléchir à utiliser ces matériaux-là plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, j'arrive à la fin de mon PowerPoint. Je vous remercie. J'ai juste une petite vidéo encore à vous partager. Je vais juste voir si vous la voyez. Comment ça marche? Hop, je vais essayer de l'agrandir. Vous avez une vidéo en fait qui parle d'un bâtiment container. Je suis désolée, j'arrive pas à l'agrandir. Gaël, si tu m'entends, est-ce que tu peux m'aider pour lancer la vidéo que je voulais montrer à la fin de la formation? Là, et j'espère que tout le monde la voit. Voilà, je vous lance cette petite vidéo qui parle justement d'un cas de maison container. Ça dure juste 4 minutes et je vous reprends à tout à l'heure. L'opération Conseillante, 18 logements sur la ZAC Chasse avec Béton et Design au cycle des conteneurs maritimes. Les conteneurs sont majoritairement issus d'un schiste ici. De façon à ce que chaque ait un espace extérieur, ça représente vraiment une pièce supplémentaire, l'aspect durable de cette chose. Des matériaux biosourcés, une isolation intérieure, une isolation extérieure, des terres avoir un gain important au niveau chauffage. On estime en général à minimum un mois de loyer. Ce rôle des bailleurs sociaux peuvent travailler différemment le logement aujourd'hui et d'aller vers de l'innovation sur le territoire pour les seuls faire, mais pas dans des Je crois que ça va pas marcher. J'ai recherché avant tout un cadre agréable dans un contexte de campagne utile. Et là, c'est le cas, pas très loin des
de la nature. On se retrouve dans un aménagement qui a été fait extérieur et intérieur, vraiment très sympa. On ne se croirait pas qu'on soit dans des conteneurs, et c'est vrai. Ah, voilà. Alors attendez, je crois pas que ça. Voilà, je vois tout le monde lever la main, donc je suppose que ça n'a pas marché. Alors, je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a 25. Alors, pouvez-vous répéter? Alors, pardon, la vidéo à la fin, je crois qu'elle a marché, sinon vous n'auriez pas été aussi nombreux à lever la main. Ce que je fais, c'est que de toute façon, dans les documents, vous allez récupérer le PowerPoint à la fin. Vous pourrez également, je vous mettrai aussi la vidéo avec. Alors, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, votre système pour le calcul rapide d'épaisseur de l'isolant? Donc, le R, pour avoir le R qu'il faut, donc 5 en sol ou en mur ou 10 de toiture, je fais l'épaisseur que je passe en mètres divisé par le lambda. Donc, plus le lambda est petit, moins j'ai besoin d'être épais pour avoir mon R efficace. Ensuite, les imprimantes 3D béton sont-elles répandues en France? Non, pour l'instant, enfin, en tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est que c'est plutôt développé en Chine aujourd'hui. Ah voilà, on le voit. Oui, désolé pour la vidéo, elle fonctionnait pas, mais je vous la mettrai. Ok. Non, c'est pas la vidéo. Ouais. La vidéo, bah, je vous la mettrai Gaël vous l'enverra avec le PowerPoint. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur le système constructif? Et ben dans ce cas, je vais redonner la main à Gaëlle. Je vais juste vérifier qu'elle est toujours là, mais je pense. Elle est toujours là, mais je pense qu'elle nous entend pas. Alors, quel est le coût au mètre carré de ce type de projet? Vous, Caroline, est-ce que tu parles d'un projet de container? Vous avez des questions peut-être plus sur le container? Oui. Le container, en fait, alors moi j'ai pu comparer entre un système constructif traditionnel. Généralement, moi je fais beaucoup de bricolage. Sur de la maison brique, j'arrive à 2300 euros du mètre carré. Et sur la maison container, je suis plutôt entre 1800 et 1900 euros du mètre carré. Sachant que je fais tout faire. Euh, j'ai quelques clients qui décident de faire de l'autoconstruction, donc enfin, je fais que le plan finalement et je l'ai un petit peu pendant le suivi de chantier, mais s'ils décident de tout faire eux-mêmes, payent que les matériaux et ça, la construction revient à 1000 euros du mètre carré. Oui, je parle tout en taxe, toujours. Mais quand on fait faire une maison container entièrement par des artisans, moi, voilà, par rapport à une maison traditionnelle, j'arrive à descendre les coûts entre 300 et 400 euros du mètre carré. Souvent, sur Internet, on voit, ah oui, la maison container, c'est 1200 euros du mètre carré, etc. Ce qu'il y a, c'est que dans les prises en compte de calcul du prix carré du container, souvent, ils incluent le temps. Moi, je le compte pas, en fait. C'est vrai qu'une maison traditionnelle de 140 mètres carrés en briques, je vais mettre 10 mois à la construire. La même surface pour du container, je vais plutôt mettre 4 mois et demi. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur le container. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suis là pour ça et on a du temps. Après, pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires et 300 euros Non, c'était 300 euros du mètre carré en moins par rapport au prix d'une maison traditionnelle. C'est-à-dire maison traditionnelle, je suis à peu près à 2300 euros du mètre carré hors taxe. Voilà. Mais par contre, container, je suis plutôt à 1900 euros je suis en dessous de 2000 euros du mètre carré hors taxe. Mais non, non, je suis pas à 300 euros du mètre carré, sinon on en aurait bien plus. On a à peu près 3000 maisons container par an en France. C'est pas encore très très développé, mais ça
ceux qui ont suivi l'ancien webinaire, vous comprendrez que la problématique, elle est plus au niveau des assurances aujourd'hui. C'est qu'il va falloir écrire une sorte de DTU pour arriver à rendre la maison container dans les systèmes constructifs traditionnels. Aujourd'hui, ça se développe pas parce qu'on peut pas les assurer, mais on travaille là-dessus. Et le prochain webinaire que je ferai avec David, on vous montrera ce qu'on a construit en container. Et des entreprises, il y a beaucoup qui sont compétentes pour. Alors, les entreprises, moi, je vois que les entreprises, au départ, elles avaient peur. Elles m'ont dit, oula, tu vas nous emmener de quoi? Une fois qu'ils étaient dessus, ils ont trouvé ça hyper simple. C'est le container, on peut se fixer. En fait, on fait isolation intérieure-extérieure. Du coup, on peut se fixer à la carcasse. Le charretier, il a trouvé ça très facile. L'électricien aussi. Alors que c'était deux corps de métier au départ qui étaient un peu réduits. Et finalement, quand on travaille le produit, on se rend compte que on a certaines peurs, mais c'est assez facile en fait. Si on peut l'utiliser pour des ERP, là je suis en train de voir pour faire des bureaux et des magasins. Et bah, vous pouvez vous fournir pour les containers, vous avez différentes solutions. Moi c'est vrai que je passe par Netbox. Et en fait, après, vous avez des revendeurs un peu partout. Par exemple, du côté de Toulouse, vous avez Adopt un container. Du côté de Lille, vous avez Hauts-de-France Container. Enfin, il y en a plusieurs. Il faut se rapprocher de Netbox et ils vont vous donner les fournisseurs de containers. Alors la condensation avec les parois métalliques, effectivement, c'est un problème, mais en fait, vous le traitez tout simplement. Faut savoir que si vous faites une isolation intérieure-extérieure, vous faites tiers extérieur, un tiers intérieur, la paroi, elle est tout le temps chaude du coup. Donc en fait, je n'ai plus de problème de condensation. Et si vraiment vous avez peur avec l'isolation de laine, vous pouvez toujours rajouter un pare-vapeur au pire. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Comment faire des bureaux en ERP si le processus n'est pas assurable? Bah oui, bah en fait, c'est là les bureaux que je suis en train de faire, c'est pour une architecte intérieure que je connais bien sur Toulouse et elle va les faire elle-même. En fait, c'est pour ses bureaux, donc elle prend le risque de les faire. C'est sûr que si vous n'avez pas d'assurance et que vous avez un client en ERP enfin, ça devient compliqué, mais en fait, tous les clients, moi, qui décident de faire de la maison container aujourd'hui, je leur explique bien qu'ils ne peuvent pas avoir de dommages ouvrages et que pendant 10 ans, ils ne pourront pas vendre la maison. Et en fait, bah, ils prennent le risque. Alors, est-ce que c'est votre client qui achète directement? Les containers, non, on passe toujours par des revendeurs, en fait. Et pour les fondations. Alors, Malika, les fondations, soit je fais des plots béton, soit je fais des longs greens. Il y a la possibilité de faire aussi des vis de fondation. Pour l'instant, je les ai testées, moi, que sur des terrasses, mais j'ai bien envie de les tester sur du container parce qu'en fait, une vis de fondation, elle reprend en charge 2 tonnes. Sur une maison, sur un container de 40 pieds, donc 12 mètres long par 2,5, j'ai à peu près j'ai eu 8 fondations. Donc du coup, le container fait déjà 2 tonnes. Donc si j'ai 8 vis de fondation qui reprennent chacune 2 tonnes, je peux largement les utiliser pour faire mes fondations. Évidemment, après, c'est soumis aux mêmes règles. Hein. Vous avez des études de sol, faut consulter les infrastructures, pareil que pour une maison traditionnelle. Mais ça permet, on pourrait faire du zéro béton avec les maisons containers. Et surtout les recycler parce que moi, si je construis des maisons containers, c'est des carcasses de containers dont personne ne veut en fait. Hein. C'est le but. Il n'y a aucun intérêt à construire des containers neufs pour aller fabriquer des maisons. Là, c'est un non-sens et en termes de pollution, c'est puissance 10. Ok, mais c'est votre client qui paye directement au revendeur. Oui, oui, il achète. Enfin là, vous faites un suivi entier traditionnel. En fait, vous faites le vendeur de containers. C'est comme si c'était votre vendeur de. Enfin, c'est comme s'il prend la place du maçon en fait. Hein. Ça devient le vendeur de la structure de la maison.
Moi, je fais des marchés travaux, en fait, hein, c'est-à-dire que chaque corps de pied, je fais mes marchés travaux sur devis après, donc sur les descriptifs, tout ça que je donne. Et ensuite, le client signe le marché entre l'entreprise et lui. Moi, je fais juste le suivi au milieu. Je vois que les questions portent plus sur le container. Donc, je suis désolée si ce webinaire-là parlait un peu moins de container, mais vous pourrez vous inscrire au prochain. C'est vraiment là où on verra les constructions containers. Alors, Jean-Patrick, mais vu qu'on doit refaire une toiture par-dessus et isoler un extérieur, faire des fondations, quel intérêt? C'est plus, je dirais, une question. Moi, les clients qui viennent chez moi à l'agence pour vraiment faire du container, je les mettrais dans une catégorie de personnes qui veulent faire la maison d'ail, c'est-à-dire ils sont souvent pressés. Il faut que ce soit, voilà, c'est des, je dirais, enfin, je sais pas vous, mais en tant qu'archi, moi, je l'ai vu depuis le Covid, toute ma clientèle de trentenaires disparaître. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont plutôt entre 40 et 50 ans qui vont se payer une maison, mais aujourd'hui, le terrain, vous en avez pour 300, 400 000 euros, mettre une maison dessus, vous mettez à peu près la même somme. C'est un couple solide qui a un bon poste et ils vont dépenser effectivement près 800 000 euros pour construire leur maison. Et après, vous avez les plus âgés qui, eux, revendent leur patrimoine, se font plaisir, où là, on dépasse des budgets de 1,2 million, 1,3 million pour faire des maisons. Mes clients de 30 ans, ils ont vraiment disparu. Et en fait, je les vois revenir, mais ils cherchent des solutions. Ils disent, je vais la faire moi-même. Voilà, ils s'intéressent au container pour ça, parce qu'on arrive quand même à un coût du mètre carré qui est un peu moins élevé. Et ensuite, ben, ils peuvent peut-être faire des choses eux-mêmes. Poser une isolation extérieure, ils peuvent le faire. Enfin voilà, mettre du bardage. Ils s'intéressent à la chose et en fait, le but du jeu, c'est de réduire les coûts ou alors de faire, mais que ça dure très peu de temps. Si entre le moment où ils font le prêt et son location, ils doivent payer leur loc et payer un crédit, ils sont dans leur maison dans 4 mois. Donc il n'y a que 4 mois à venir vraiment avec le crédit et le loyer en même temps. Donc je dirais que c'est plutôt, c'est ce que je disais tout à l'heure, construire en container, c'est pas la solution du siècle, mais je pense que ça a vraiment une place dans le système constructif. Voilà, Jean-Patrick, j'espère que j'ai répondu à ta question. Marie-Claire, le fournisseur garantit lui-même l'état du conteneur. Ben, en fait, lui, on va lui acheter un dernier voyage. Moi, je sais que les fournisseurs de conteneurs, si je veux, je peux aller les choisir directement au port. Maintenant, je leur fais confiance. Quand j'ai fait mon premier projet, en fait, j'ai mis très longtemps à travailler sur des projets qui n'ont jamais abouti, que les banques voulaient pas suivre parce qu'il y avait des problèmes d'assurance, etc. Que j'étais toujours déçue de ne pas aller au bout des choses et j'ai fini par construire chez moi en container. Donc j'ai eu mon premier container, j'ai fait 3 containers, hein. Le premier est arrivé, bon bah cabossé mais mal. Par contre le deuxième est vraiment arrivé avec le sol défoncé et il avait une différence de niveau de 30 centimètres par rapport au premier container. Et là je me suis dit ça y est, mince, faut que je le rende, etc. En fait pas du tout. On a commencé à utiliser un cric pour voiture, on a soudé et en fait aujourd'hui c'est mon garage, je garde ma voiture, elle est pile poil, elle a l'arrière sur la soudure et ça tient très bien, c'est hyper malléable. Donc l'État, il va garantir l'état du conteneur en vous disant oui, c'est un dernier voyage, ou oui, classe, vous avez différentes classes A, B, C sur l'état du conteneur. Moi, je prends vraiment des tout pourris, puisque de toute façon, on refait l'isolation, on fait l'étanchéité. Je m'en fiche un peu de l'état de base. Enfin, je vais le traiter, voilà, il va vraiment me servir de carcasse, mais s'il est troué, c'est pas très grave. Malika, ACV, non, ACV, et le recyclage pour le bilan. ACV, je comprends pas. Le recyclage pour le bilan. Bah oui, en fait, pour le coup, je recycle des containers, donc et j'ai quasiment pas de béton, donc mon bilan carbone, il est plutôt pas mal. Enfin, moi, mon thermicien, on l'a travaillé. Finalement, là où j'ai le plus de problèmes, c'est l'isolation du sol.
Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé une solution qui me plaît vraiment, puisque j'utilise de la mousse polyuréthane. Voilà, pour l'instant, en termes enfin, la mousse polyuréthane, c'est clair que c'est un peu crado. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution pour faire une bonne isolation au sol qui, on va dire, me plaît à 100%. Mais je travaille dessus. Alors, du coup, par rapport à la maison Sature bois en kit ou préfabriquée en atelier, je pense notamment aux maisons A qui ont la cote. Le container a-t-il un avantage particulier au construire une alternative de même catégorie? Ouais, je dirais qu'il est un peu pas. La maison qui arrive en kit, c'est rapide, c'est pareil, hein, c'est plutôt bien. Moi, j'avais un comparatif maison brique 10 mois, maison bois 6 mois, maison container 4 mois. Je vais dire, je vais juste être un petit peu plus rapide en maison container, mais franchement, moi, la maison bois, c'est quelque chose que je trouve très très bien aussi, hein. Donc les maisons en kit ossature bois, je trouve que c'est un bon système constructif. Alors, Monsieur Leblanc, il est en intérêt économique et d'ail, donc oui, c'est ça. Conteneur à l'extérieur. Alors, y a-t-il moyen d'exprimer le conteneur à l'extérieur? Je dirais que non, parce que sinon, il faudrait que je compense à l'intérieur. Et très sincèrement, les maisons ne sont pas du tout friandes. Si j'arrive avec une carcasse un peu abîmée et tout, j'ai reçu de permis et j'ai droit à l'article 11, ne s'intègre pas à l'environnement existant. Donc non, si je veux avoir vraiment un aspect métallique à l'extérieur, je vais faire un bardage zinc. Le seul moyen d'avoir une trace de mon de container, ça va être à l'intérieur. On peut garder des parois, on peut garder le plafond. Moi, mon garage que j'ai fait en container, j'ai gardé les portes extérieures, mais la mairie est pas très contente. Alors on la voit pas de la rue, du coup ils m'embêtent pas, mais c'est parce que j'ai pas isolé mon garage en fait. Donc les parois, j'ai voulu garder vraiment un aspect du container, mais je pourrais vous montrer au prochain webinaire. Ah pardon, l'ACV, analyse du cycle de la vie. Merci pour cette précision. Oui, bah, ça fait partie de toute la RE 2020, tout le processus. En fait, on part du principe que la maison container, c'est comme une autre maison. Si vous l'entretenez pas, bien sûr qu'elle va pas durer dans le temps. Et ça, c'est pas comme toute maison. Après, c'est sûr, peut-être qu'elle se détériorera beaucoup plus vite qu'une maison en béton. Mais voyez, les maisons aussi en béton ou en pierre qu'on laisse à l'abandon, qu'on chauffe jamais, bah, au bout d'un moment, on peut les arracher, quoi. C'est pareil, hein, c'est toute maison construite mérite d'être entretenue, un minimum. L'avantage aussi du container, si je peux vous donner un exemple, c'est que j'ai travaillé pour une carrière qui a fait appel à moi pour me dire, voilà, on doit enfin, tous les 30 ans, ils refont leur cycle, leurs aménagements du territoire. Et du coup, bah, eux, ils vendent tout pour fabriquer du béton. Et pourtant, ils ont souvent leur bureau en Algeco parce qu'il faut les déplacer régulièrement. Et je les ai convaincus de construire en container parce que du coup, effectivement, c'est beaucoup moins invasif au niveau des sols. On peut pareil le déplacer facilement ou le recycler, hein. On arrache tout, on remet le bois avec le bois, le métal avec le métal. Enfin, le recyclage est facile. Et par contre, c'est quand même plus qualitatif que des Algeco. Les Algeco, à chaque fois, c'est on les gardait que 5-6 ans. Au final, les gars, ça fait 30 ans qu'ils sont dedans et c'est dans un état mais lamentable. Donc, bon, je pense que le container a sa place aussi pour des logements, enfin, un peu des sortes de logements d'urgence ou ce genre de choses. Alors, vous me dites combien de temps pour un chantier de container par rapport à la brique et au bois? Moi, j'ai compté pour une maison de 140 mètres carrés. En brique, je mets 10 mois. En ossature bois, je mets 6 mois. Et en container, je mets 4 mois. 4 mois et demi, c'est ce que j'ai mis à peu près. Après, il faut voir si ça a une importance ou non pour les clients d'avoir une maison rapidement ou pas. Il y en a, c'est pas un critère qui rentre en compte. Donc là, on va plutôt choisir une maison en dur. Ouais, alors moi, les Algeco, franchement,
je les trouve vraiment pas de bonne qualité et je trouve que le confort de vie à l'intérieur est pas terrible. Mais ça, c'est mon ressenti personnel. Mais oui, on pourrait les récupérer et les retaper, en fait. Ouais, ouais, en fait, si on s'amuse, euh, on pourrait très bien prendre des vieux bus, on peut prendre, je sais pas, moi, des carcasses d'avions. Enfin, on pourrait tout faire. Hein. Le tout, c'est d'avoir l'idée de base et après, bah, on reconstitue un habitat avec quelque chose déjà d'existant et de laisser enfin, qui a été laissé à l'abandon. Les containers, c'est bien parce qu'en fait, leur dimension permet de faire de l'habitation. Et que finalement, c'est un gros Lego géant. Hein. Enfin, je sais pas si vous me voyez, mais moi, voilà, j'ai des petits Lego au bureau. Quand j'ai des gens qui viennent pour me parler de leur maison container, je suis là à faire des petits emboîtements. On voit très vite à quoi ça ressemblait. Et bah, du coup, enfin, ils sont assez friands de ce genre de choses. Mais on parle juste effectivement d'un Lego géant. Hein. Et on peut s'amuser à faire des formes rigolotes avec le container aussi. On peut se lâcher. Et puis après, de toute façon, l'habillage extérieur peut donner aussi des formes un peu particulières. Voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vais, euh, je vais vous quitter maintenant. Ah bah, Gaëlle est de retour. Bah oui, Caroline, Mathieu, un grand, grand merci, Caroline, avec De brio. rien et merci aux personnes pour leur bienveillance aussi dans les questions. Parfait. Donc, comme on vous l'indiquait, il y a eu des questions qui étaient plutôt relatives aussi aux deux autres web conférences. Un, l'état du secteur. Vous l'avez, elle est déjà uploadée sur YouTube et elle a été placée sur LinkedIn. Deux, les contraintes techniques, même si j'ai moins entendu de questions, tu m'arrêteras ou pas si je me trompe, relatif aux contraintes techniques ce soir. Et trois, la web conférence à venir relatif plutôt au retour d'expérience. Concernant le deuxième webinaire, je vais l'intégrer d'ici peu et je vous l'enverrai bien sûr. Il n'y a pas Gaëlle, d'autre... il faudra. Ouais, J'ai essayé de leur partager une vidéo, mais j'ai pas réussi, qui ouais. parle justement d'un projet euh, basse consommation en container. Du coup, je t'envoie la vidéo en plus du PowerPoint. Oui, et je la Ça, transmets c'est comme ça. Super. Ben, très on vous bien. souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Et vraiment, Caroline, un grand, 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 grand merci. Une Je excellente vous en intervention. prie. Je Et le... au prochain webinaire. Absolument, retour d'expérience. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.